L'atmosphère qui enveloppe Seth en cette journée n'a rien d'ordinaire, même si tout semble, en apparence, baigné dans une normalité presque rassurante. Pourtant, derrière les éclats de voix, les rires et l'agitation joyeuse qui envahissent les halles à l'occasion de la fête gourmande, une tension sourde s'installe lentement, presque imperceptiblement, comme un fil invisible qui se tend entre ceux qui ignorent encore le drame à venir et ceux qui, déjà, emportent le poids sans pouvoir y échapper. Depuis plusieurs heures, les membres du commissariat tentent de recoller les morceaux d'informations fragmentaires laissés par Manny, dont les paroles résonnent encore dans l'esprit de Martin Constant. Un lieu ouvert au public, beaucoup de cash, peu de sécurité. Ces éléments, à la fois précis et flous, les obligent à envisager plusieurs scénarios, sans pouvoir en confirmer un seul avec certitude. Cette incertitude, plus que tout, fragilise leur capacité d'anticipation, car chaque minute qui passe rapproche potentiellement le danger d'un point de non-retour. À ses côtés, Karim Saed tente de raisonner de manière méthodique, listant mentalement les lieux susceptibles de correspondre à ses critères. Pourtant, même avec toute son expérience, il ressent une inquiétude grandissante, comme si quelque chose leur échappait encore, un détail crucial capable de faire basculer toute l'opération. Dans ce genre de situation, l'intuition joue souvent un rôle déterminant, et la sienne lui souffle que le temps leur manque. Pendant ce temps, ailleurs dans la ville, la vie suit son cours avec une apparente insouciance. Chez les Roussel, la matinée s'ouvre sur une scène presque banale, où Audrey Roussel, encore marquée par sa soirée tardive, tente de retrouver un semblant d'équilibre entre ses responsabilités familiales et ses envies personnelles. Son échange avec Damien, teinté de sincérité et d'hésitation, révèle une femme partagée entre le besoin de se recentrer sur elle-même et la peur de déséquilibrer un quotidien déjà fragile. Lorsqu'elle évoque devant ses enfants la reprise du striptease par Damien Julliard, elle ne mesure pas immédiatement l'impact de ses mots. Le silence qui suit, ponctué de regards surpris et d'un malaise palpable, traduit un décalage entre les mondes qu'elle tente de concilier. Lizzie, notamment, semble percevoir plus que les autres la fragilité de cette situation, comme si elle anticipait déjà les tensions à venir. Dans un autre coin de Seth, les préoccupations prennent une tournure plus intime, presque douce amère, avec les hésitations sentimentales de Violette. Depuis quelque temps, ses émotions envers Bastien deviennent de plus en plus difficiles à contenir, et chaque interaction avec lui ravive un mélange de nostalgie et de désir qu'elle ne parvient plus à ignorer. Pourtant, cette prise de conscience ne s'accompagne pas immédiatement du courage nécessaire pour l'exprimer, créant en elle un tiraillement constant entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle ose montrer. Mais ces instants de vie, aussi importants soient-ils pour ceux qui les vivent, restent suspendus à une réalité bien plus sombre qui se met en place ailleurs, dans l'ombre. Car au même moment, Ben, figure centrale d'un engrenage criminel déjà trop avancé pour être arrêté facilement, annonce sans détour son intention de passer à l'action. Son regard, froid et déterminé, ne laisse place à aucune discussion véritable, même lorsque Diego tente timidement d'évoquer les conséquences possibles de ce choix. La mention des Halles, et surtout de la présence de la famille d'accueil de Diego, aurait pu être un élément déclencheur de remise en question. Pourtant, chez Ben, elle agit comme un simple détail sans importance, balayé d'un revers de main avec une brutalité presque méprisante. Ce qui compte pour lui, ce n'est pas l'impact humain de ses décisions, mais la réussite de son plan, coûte que coûte. Face à cette pression, Diego se retrouve pris dans un piège dont il ne voit aucune issue immédiate. Son attachement à Alex Bertrand et Chloé Delcourt, loin de le protéger, devient au contraire une faiblesse exploitable, une corde sensible que Ben utilise sans scrupule pour le pousser à accepter l'inacceptable. Ce moment précis marque un basculement intérieur chez Diego, une fracture silencieuse entre ce qu'il est encore et ce qu'il risque de devenir. Accepter de participer à ce braquage, c'est franchir une ligne qu'il s'était jusque-là efforcé de ne pas dépasser. Mais refuser, dans le contexte actuel, reviendrait à s'exposer à une violence immédiate, voire à mettre en danger ceux qu'il aime. Dans cette tension extrême, la présence de Bella agit comme un fragile point d'ancrage. Elle perçoit, mieux que quiconque, le danger qui entoure Diego, et surtout la spirale dans laquelle il s'enfonce malgré lui. Son inquiétude ne se limite pas à la réussite ou non du braquage, mais englobe une peur bien plus profonde, celle de le perdre, non seulement physiquement, mais aussi moralement. Lorsqu'elle évoque cette crainte, ses mots ne sont pas simplement dictés par l'angoisse, mais par une lucidité douloureuse. Elle comprend que chaque décision prise à partir de maintenant aura des conséquences irréversibles. Pourtant, face à la détermination de Diego, qui tente de se rassurer en projetant un avenir où tout cela ne serait qu'un mauvais souvenir, elle se heurte à un mur d'optimisme fragile, presque désespéré.
Cette opposition entre la peur de Bella et la confiance affichée de Diego crée un déséquilibre émotionnel qui annonce déjà le drame à venir. Car si Diego choisit de croire en une issue positive, Bella, elle, ressent confusément que le destin est en train de se refermer sur eux, lentement mais inexorablement. Dans l'ombre de cette préparation, Manny joue un rôle ambigu, tiraillé entre son appartenance au groupe et sa volonté d'éviter le pire. Son intervention discrète, presque invisible, lorsqu'il évoque les caractéristiques du lieu à braquer, témoigne d'une tentative désespérée de gagner du temps, de permettre aux forces de l'ordre d'intervenir avant que tout ne dégénère. Mais cette stratégie, aussi risquée soit-elle, repose sur une série de coïncidences et de décisions humaines impossibles à contrôler totalement. Le moindre retard, la moindre erreur d'interprétation, peut suffire à faire échouer cette tentative fragile de désamorcer la situation. Pendant ce temps, au hall, l'ambiance festive atteint son apogée. Les stands débordent de produits, les clients circulent librement, et parmi eux, sans le savoir, plusieurs figures centrales de cette tragédie en devenir. Chloé Delcourt, occupée à ses activités, ne peut imaginer que l'un des jeunes qu'elle a accueillis chez elle s'apprête à entrer dans ce lieu non pas comme un membre de la famille, mais comme un acteur d'un crime. La présence de Alex Bertrand renforce encore cette ironie tragique. Lui qui a toujours cherché à protéger les siens, à reconstruire un équilibre après tant d'épreuves, se trouve à quelques mètres seulement d'un événement qui va bouleverser à nouveau sa vie. Tout est désormais en place, comme les pièces d'un mécanisme parfaitement huilé, prêt à se déclencher. Les trajectoires des personnages, jusque-là parallèles, convergent lentement vers un point unique, un instant suspendu où chaque choix, chaque geste, chaque regard aura des conséquences irréversibles. Et dans ce calme trompeur qui précède la tempête, une question demeure, silencieuse mais omniprésente, jusqu'où chacun sera-t-il prêt à aller pour survivre, protéger ceux qu'il aime, ou simplement ne pas perdre ce qui lui reste d'humanité? À mesure que les minutes avancent, la tension qui pesait jusqu'ici de manière diffuse sur Seth prend une consistance de plus en plus oppressante, comme si chaque élément du puzzle se mettait lentement en place sans que personne ne puisse réellement en interrompre la progression. Ce qui n'était encore qu'une menace abstraite se transforme en une réalité imminente, où la moindre erreur d'interprétation risque de provoquer des conséquences irréversibles. Dans ce contexte instable, Manny tente une nouvelle fois de jouer un rôle déterminant en faveur des forces de l'ordre, bien que sa position reste extrêmement fragile au sein du groupe. Son appel précipité à Martin Constant s'inscrit dans une tentative désespérée de transmettre une information capitale avant qu'il ne soit trop tard, mais les circonstances s'acharnent contre lui au moment le plus critique. L'arrivée soudaine de Ben et de Momo interrompt brutalement cette communication, contraignant Manny à abandonner son téléphone dans un geste improvisé qui, malgré son intention initiale, va compliquer considérablement la compréhension de la situation par la police. En effet, même si Martin parvient à capter une partie des échanges, les mots lui parviennent de manière incomplète, déformés par le contexte et l'urgence. Le terme « hall », pourtant essentiel, n'est perçu que de façon fragmentaire, laissant place à une incertitude lourde de conséquences. Cette absence de confirmation claire empêche les enquêteurs de concentrer immédiatement leurs efforts au bon endroit, créant un décalage tragique entre ce qui aurait pu être anticipé et ce qui est réellement compris. Pendant ce temps, au hall, l'ambiance festive se poursuit avec une intensité qui accentue encore le contraste avec la menace qui approche. Les stands animés, les échanges chaleureux et la circulation dense de visiteurs contribuent à donner l'illusion d'un espace protégé, alors même qu'il devient progressivement le théâtre d'un drame en gestation. Parmi la foule, Chloé Delcourt et Alex Bertrand évoluent sans percevoir le danger imminent, ancrés dans un quotidien qui leur semble encore maîtrisable, ce qui rend leur exposition à la situation d'autant plus brutale à venir. C'est dans ce décor que le groupe mené par Ben passe à l'action, avec une précision qui témoigne d'une préparation en amont, mais aussi d'une tension interne prête à exploser. Chaque membre joue son rôle avec une concentration apparente, mais les fissures au sein du groupe restent visibles, notamment à travers la méfiance constante de Ben à l'égard de Diego. Cette suspicion latente ne demande qu'un élément déclencheur pour se transformer en violence ouverte, et l'attitude de Diego, déjà fragilisée par ses doutes, ne fait qu'alimenter ce climat instable. Au cœur de cette dynamique, Diego avance avec une détermination contrainte, son implication dans le braquage étant davantage le résultat d'une pression que d'un choix assumé. L'arme factice qu'il tient constitue une tentative maladroite de limiter les conséquences de ses actes, mais elle ne suffit pas à apaiser les soupçons de Ben, dont le regard trahit une défiance constante et une propension à interpréter chaque hésitation comme un signe de trahison. Dans l'ombre de cette préparation immédiate, Manny agit une nouvelle fois de manière décisive, profitant d'un instant d'inattention pour échanger discrètement l'arme de Diego.
Ce geste, exécuté sans attirer l'attention, représente une tentative concrète de réduire les risques de violence extrême, bien qu'il ne garantisse en rien l'issue de la situation. Il s'agit d'une intervention silencieuse, presque invisible, mais qui témoigne de la volonté de Manny d'influencer le cours des événements sans compromettre sa couverture. À l'extérieur, Momo reste en position d'attente, moteur allumé, prêt à intervenir à tout moment pour assurer la fuite du groupe. Sa présence, bien que discrète, participe à la tension globale de la scène, car elle symbolise la possibilité constante d'une escalade rapide, où chaque seconde compte et où toute intervention extérieure devient de plus en plus difficile. Lorsque le braquage débute, la transition entre normalité et chaos s'opère avec une brutalité saisissante, sans laisser le temps aux personnes présentes de comprendre pleinement ce qui leur arrive. Les gestes deviennent abrupts, les voix se durcissent, et l'espace des halles se transforme en quelques instants en un lieu dominé par la peur et la confusion. La foule, d'abord incrédule, commence à réagir sous l'effet de la panique, créant un mouvement désordonné qui accentue encore la difficulté de toute intervention structurée. Dans ce contexte, Diego se retrouve confronté à une situation qui dépasse largement ce qu'il avait anticipé, notamment lorsqu'il se retrouve face à la famille Delcourt. La reconnaissance immédiate par Chloé Delcourt transforme cet instant en un point de rupture émotionnelle, où les rôles s'effondrent brutalement. Il ne s'agit plus d'un simple braqueur exécutant un plan, mais d'un jeune homme confronté à ceux qui représentent son ancrage affectif, ce qui provoque chez lui une hésitation lourde de sens. Cette faille, aussi humaine soit-elle, est immédiatement perçue par Ben comme une confirmation de ses soupçons. Dans son esprit déjà dominé par la méfiance, l'attitude de Diego ne peut être interprétée que comme une trahison potentielle, ce qui déclenche une réaction rapide, dépourvue de toute nuance. Ce basculement psychologique, brutal et irréversible, transforme la tension latente en menace directe. Parallèlement, l'arrivée des forces de l'ordre, incarnées par Karim Saed et Martin Constant, marque une tentative de reprise de contrôle qui intervient dans un contexte déjà largement dégradé. Leur positionnement stratégique et leur volonté d'apaiser la situation se heurtent à une réalité où les décisions prises à l'intérieur des halles échappent désormais à toute logique rationnelle. C'est dans cette convergence de facteurs, tension interne du groupe, pression extérieure de la police et fragilité émotionnelle de Diego, que la situation atteint un point critique où chaque seconde devient déterminante. L'équilibre précaire qui maintenait encore une forme de contrôle cède progressivement, laissant place à une dynamique incontrôlable. Et lorsque Ben, submergé par sa suspicion et sa colère, prend la décision d'agir, le braquage cesse immédiatement d'être un simple acte criminel pour basculer dans une tragédie dont les conséquences dépasseront largement le cadre initial de l'opération. Dans cet instant suspendu où tout semble basculer, le temps paraît se dilater de manière presque irréelle, comme si chaque geste, chaque regard, chaque respiration prenait une intensité nouvelle, amplifiée par la conscience imminente du danger. L'équilibre fragile qui maintenait encore une forme de contrôle au cœur des halles cède définitivement, laissant place à une violence brute, incontrôlable, qui s'impose sans avertissement. Le regard de Ben, chargé d'une méfiance devenue obsessionnelle, se fixe sur Diego avec une intensité glaçante, comme s'il cherchait dans ses moindres gestes la confirmation d'une trahison qu'il a déjà décidé de croire réelle. Dans cet état de tension extrême, il ne reste plus aucune place pour le doute ou l'analyse, seulement une réaction instinctive dictée par la peur de perdre le contrôle. Lorsque le coup de feu éclate, il déchire l'espace comme une rupture définitive entre ce qui aurait pu être évité et ce qui devient irréversible. Le bruit sec résonne contre les murs des halles, suspendant les mouvements, figant les visages dans une expression de stupeur absolue. Pendant une fraction de seconde, personne ne comprend réellement ce qui vient de se produire, mais tous ressentent immédiatement que quelque chose de grave vient d'avoir lieu. La trajectoire de la balle, destinée à Diego, devient le point central d'un basculement tragique que personne n'avait anticipé dans toute son ampleur. Car dans ce moment critique, Bella agit sans réfléchir, portée par une impulsion pure, instinctive, qui dépasse toute logique rationnelle. Son mouvement est rapide, presque imperceptible, mais suffisant pour s'interposer entre le danger et celui qu'elle aime. Ce geste, à la fois simple et absolu, transforme immédiatement la situation. Lorsque Bella s'effondre, touchée à la place de Diego, le chaos atteint une dimension encore plus dramatique, car il ne s'agit plus seulement d'un acte de violence, mais d'un sacrifice. Son corps, brutalement projeté au sol, devient le symbole d'un amour qui s'exprime dans sa forme la plus extrême, celle où la protection de l'autre prime sur sa propre survie. Autour d'elle, les réactions se fragmentent entre panique, incompréhension et sidération. Chloé Delcourt, malgré la peur qui la traverse,
se précipite instinctivement vers Bella, mobilisant ses réflexes pour tenter de limiter les dégâts, comme si agir pouvait encore inverser le cours des choses. Ces gestes, précis mais empreints d'une urgence palpable, témoignent d'un refus de céder à la fatalité. À quelques mètres de là, Diego reste figé, incapable d'assimiler immédiatement ce qui vient de se produire. Le choc est total, paralysant, et son regard, posé sur Bella, reflète une détresse brute, presque animale. Il comprend, sans qu'aucun mot ne soit nécessaire, que ce tir lui était destiné, et que la personne qui gît maintenant au sol a payé le prix de sa place. Ce moment constitue une rupture intérieure irréversible. Le poids de la culpabilité s'abat sur lui avec une violence égale à celle du coup de feu, créant une fracture entre ce qu'il était avant et ce qu'il devient à cet instant précis. Les promesses, les illusions d'un avenir possible, tout s'effondre en une seule seconde, remplacé par une réalité insoutenable où chaque choix semble désormais marqué par une conséquence tragique. Dans le même temps, Ben, confronté à l'ampleur de son acte, ne recule pas. Au contraire, il s'enfonce davantage dans une logique de fuite et de survie, refusant d'assumer la gravité de la situation. La prise d'otage d'un policier devient pour lui une solution immédiate, un moyen de conserver un semblant de contrôle dans un environnement devenu hostile. Son geste, brutal et désespéré, témoigne d'un basculement total dans une violence assumée. Face à lui, Martin Constant se retrouve dans une position délicate, contraint de poser son arme pour éviter une escalade encore plus dramatique. Ce moment de tension extrême met en évidence les limites de toute intervention lorsque la situation échappe à la logique et s'inscrit dans une dynamique purement instinctive. Pendant que Ben organise sa fuite avec Momo, la scène derrière lui reste marquée par une détresse profonde. Diego, désormais incapable de rester immobile, se rapproche de Bella dans un mouvement désordonné, cherchant désespérément une réponse, un signe, quelque chose qui pourrait atténuer l'horreur de ce qu'il vient de vivre. Ces appels à l'aide, portés par une voix brisée, traduisent une perte totale de repères. Il ne s'agit plus seulement de sauver Bella, mais de trouver une issue à une situation qui le dépasse entièrement. Pourtant, malgré cette détresse, Bella trouve encore la force de lui adresser un message, une injonction silencieuse mais claire, partir. Ce moment, à la fois intime et tragique, scelle une décision qui va orienter la suite des événements. Car en choisissant de fuir, Diego ne cherche pas à se soustraire à ses responsabilités, mais à répondre à ce dernier acte de protection offert par Bella. Son départ, marqué par une précipitation chaotique, le plonge dans une errance où la peur, la culpabilité et le désespoir se mêlent sans distinction. À l'extérieur des halles, la course de Diego dans les rues de Sète devient l'expression physique de son état intérieur. Chaque pas est chargé d'une urgence incontrôlable, comme s'il cherchait à fuir non seulement la scène du crime, mais aussi lui-même. Derrière lui, Alex Bertrand tente de le rattraper, animé par une volonté profonde de comprendre et de protéger. Lorsque leurs regards se croisent enfin, le temps semble une nouvelle fois suspendu. Diego retire son masque, révélant un visage marqué par les larmes et la détresse, tandis qu'Alex, désemparé, tente de l'atteindre par la parole, cherchant à établir un lien qui pourrait encore le ramener à lui. Mais ce lien, aussi fort soit-il, ne suffit pas. Car dans l'état où se trouve Diego, toute tentative d'apaisement se heurte à une réalité intérieure trop violente pour être contenue. Son regard, chargé de douleur, exprime une rupture profonde, une impossibilité de revenir en arrière. Et lorsqu'il reprend sa course, laissant Alex immobile, c'est toute une relation qui se fissure sous le poids des événements. Derrière eux, au hall, le silence qui suit la fuite de Ben et Momo ne ressemble en rien à un retour au calme. Il s'agit d'un silence lourd, chargé des conséquences d'un drame qui vient à peine de commencer à dévoiler son ampleur. Bella lutte encore entre la vie et la mort, Diego disparaît dans les rues, et ceux qui restent doivent désormais faire face à une réalité qu'aucun d'entre eux n'était prêt à affronter. Dans les minutes qui suivent la fuite précipitée de Ben et de son complice, les halles ne retrouvent pas immédiatement leur calme, bien au contraire, car l'espace tout entier reste imprégné d'une tension extrême, alimentée par la gravité de ce qui vient de se produire. Les cris, les mouvements désordonnés et les regards perdus témoignent d'un choc collectif, où chacun tente de comprendre, à sa manière, l'ampleur du drame qui vient de se dérouler sous ses yeux. Au centre de cette scène chaotique, Bella demeure étendue, son état suspendu entre urgence vitale et incertitude absolue. Autour d'elle, Chloé Delcourt s'active avec une concentration intense, mobilisant chaque réflexe, chaque connaissance, pour maintenir une forme de stabilité dans une situation qui lui échappe en grande partie. Ses gestes sont précis, mais la tension qui traverse son regard trahit une inquiétude profonde, car elle sait que chaque seconde compte désormais.
À proximité, les secours commencent à s'organiser sous la coordination des forces de l'ordre, mais malgré cette mobilisation rapide, un sentiment d'impuissance persiste. L'ampleur du choc, la violence soudaine de l'événement, tout contribue à ralentir la reprise de contrôle, comme si la réalité elle-même refusait de se remettre en place après une telle rupture. Dans le même temps, Martin Constant tente de reprendre la maîtrise de la situation sur le plan opérationnel, malgré la frustration évidente liée à l'évasion de Ben. La plaque d'immatriculation relevée devient un élément central de l'enquête, un point d'appui concret dans un contexte marqué par l'urgence et la confusion. Cette information, bien que précieuse, ne suffit pas à atténuer le sentiment d'échec qui s'installe progressivement, car le principal responsable a réussi à fuir après avoir commis l'irréparable. À ses côtés, Karim Saed partage cette détermination à poursuivre la traque sans relâche, mais son regard trahit également une tension intérieure plus personnelle, nourrie par la violence de la scène qu'il vient de vivre. Pour des policiers habitués à affronter le danger, ce type de situation n'en reste pas moins marquant, car il rappelle brutalement que chaque intervention comporte une part d'imprévisibilité impossible à maîtriser totalement. Pendant que l'enquête se met en place, ailleurs dans la ville, la fuite de Diego se poursuit dans une errance désordonnée, où chaque pas semble dicté par une impulsion incontrôlable plutôt que par une réelle stratégie. Son esprit, submergé par les images de la scène, ne parvient pas à se stabiliser, oscillant entre la culpabilité écrasante et une peur viscérale de ce qui pourrait arriver ensuite. La course dans les rues de Sète devient alors le reflet de son chaos intérieur, un mouvement continu qui lui permet, temporairement, d'éviter de faire face à la réalité. Pourtant, cette fuite ne peut pas durer indéfiniment, et chaque instant qui passe rapproche inévitablement le moment où il devra affronter les conséquences de ses actes. Derrière lui, Alex Bertrand reste profondément marqué par la scène qu'il vient de vivre. Son incapacité à retenir Diego au moment où leurs regards se sont croisés laisse une trace durable, une impression d'échec personnel qui dépasse largement le cadre de l'événement. Pour lui, il ne s'agit pas seulement d'un jeune en fuite, mais d'un membre de sa famille qu'il n'a pas réussi à protéger ni à comprendre à temps. De retour au hall, la présence de la famille Delcourt au cœur du drame accentue encore la portée émotionnelle de la situation. L'idée que Diego ait pu se retrouver dans une telle position, face à ceux qui l'ont accueilli, crée une fracture difficile à accepter. Chloé Delcourt, tout en continuant à s'occuper de Bella, ne peut s'empêcher de ressentir ce mélange complexe de choc, de douleur et d'incompréhension. Car au-delà de la violence de l'acte, c'est toute la relation construite avec Diego qui semble remise en question, comme si les repères sur lesquels elle s'était appuyée venaient de s'effondrer en un instant. Cette dimension émotionnelle rend la situation encore plus difficile à gérer, car elle implique une remise en cause profonde des liens de confiance établis au fil du temps. Dans un autre registre, la nouvelle du drame commence à se propager, touchant indirectement ceux qui gravitent autour des protagonistes. Les événements survenus au hall ne restent pas isolés, mais s'inscrivent dans un réseau de relations où chaque individu est susceptible d'être affecté, de près ou de loin, par ce qui vient de se produire. Parallèlement à cette tragédie, la vie continue de suivre son cours pour certains, mais même dans ces moments plus calmes, une forme de tension persiste, comme une onde de choc invisible qui traverse les différentes sphères de la ville. Les révélations de Violette à Bastien, bien qu'intimes et sincères, prennent une dimension particulière dans ce contexte, car elles s'inscrivent dans une journée où les émotions sont exacerbées et où chaque décision semble plus lourde de conséquences. L'aveu de ses sentiments, longtemps retenus, représente pour elle un moment de vérité, un passage nécessaire pour avancer, même si l'issue reste incertaine. De son côté, Bastien, touché par cette déclaration, voit s'ouvrir une perspective qu'il n'osait plus envisager, créant ainsi un contraste saisissant avec la violence des événements qui se déroulent ailleurs. Ce décalage entre les différentes réalités vécues au même moment souligne la complexité de la narration, où drame et espoir coexistent sans jamais se rejoindre complètement. Tandis que certains voient leur monde s'effondrer, d'autres trouvent dans leurs sentiments une forme de reconstruction, fragile mais essentielle. Cependant, malgré ces instants plus apaisés, l'ombre du braquage continue de planer sur l'ensemble de la ville. La fuite de Ben, la situation critique de Bella, et la disparition de Diego constituent autant de fils narratifs qui convergent vers une même interrogation. Quelles seront les conséquences de ce drame sur chacun des personnages impliqués ? Car si l'action immédiate est terminée, les répercussions, elles, ne font que commencer. Et dans ce silence chargé qui succède à la tempête, chacun, à sa manière, doit désormais affronter ce que cette journée a irrémédiablement changé en lui. La nuit s'installe progressivement sur Sète, enveloppant la ville d'un calme trompeur qui contraste violemment avec le chaos émotionnel laissé par les événements de la journée.
Rien, dans l'apparente tranquillité des rues désormais presque vides, ne laisse deviner l'ampleur du drame qui vient de se produire aux Halles, et pourtant, pour ceux qui en ont été témoins ou acteurs, il est impossible de retrouver un semblant de normalité. À l'hôpital, l'état de Bella reste critique, et chaque instant qui passe semble suspendu à une incertitude insoutenable. Les équipes médicales s'activent sans relâche, mais au-delà des gestes techniques, c'est une lutte contre le temps qui se joue, une bataille silencieuse où l'espoir et la peur coexistent sans jamais se stabiliser. Pour Chloé Delcourt, qui a accompagné Bella dans ses premières minutes décisives, l'attente devient une épreuve en soi, marquée par l'impossibilité d'agir davantage. Dans cette immobilité forcée, les pensées se bousculent, ramenant sans cesse à l'image de Diego, à cet instant précis où tout a basculé. Comprendre ce qui l'a conduit à se retrouver dans une telle situation devient une nécessité presque douloureuse, car derrière la colère ou l'incompréhension se cache encore une forme d'attachement difficile à effacer. Ce conflit intérieur, entre le choc de la trahison et le souvenir du lien construit, rend chaque émotion plus complexe, plus difficile à appréhender. Non loin de là, Alex Bertrand vit lui aussi cette épreuve dans un silence chargé, incapable de trouver les mots pour exprimer ce qu'il ressent réellement. L'image de Diego en fuite, le regard qu'ils ont échangé, tout cela s'impose à lui avec une intensité qui ne faiblit pas. Il ne s'agit pas seulement d'un jeune qu'il n'a pas réussi à arrêter, mais d'une relation qui semble lui échapper définitivement, comme si un fossé s'était creusé en quelques secondes seulement. Pendant ce temps, au commissariat, la tension reste palpable, alimentée par la nécessité d'agir rapidement pour retrouver Ben et empêcher toute nouvelle escalade. Martin Constant coordonne les équipes avec une rigueur intacte, mais derrière cette maîtrise apparente, la frustration est bien présente. La fuite de Ben, malgré l'intervention policière, constitue un échec difficile à accepter, surtout au regard des conséquences déjà visibles. Aux côtés de Martin, Karim Saed s'implique pleinement dans la traque, déterminé à ne pas laisser cet acte impuni. Chaque élément recueilli, chaque indice analysé, devient une pièce essentielle dans une enquête qui ne laisse aucune place à l'erreur. Pourtant, malgré cette mobilisation, une question persiste, jusqu'où Ben est-il prêt à aller pour échapper à la justice ? Dans cette même dynamique, la position de Manny devient de plus en plus fragile, car son rôle ambigu risque d'être découvert à tout moment. Son implication dans l'échange d'armes, bien qu'animée par une volonté d'éviter le pire, pourrait se retourner contre lui si les circonstances venaient à être révélées. Il se retrouve ainsi pris dans un équilibre précaire, où chaque décision future devra être prise avec une extrême prudence. Parallèlement à cette traque, la fuite de Diego continue de résonner comme une énigme douloureuse. Isolé, submergé par ses émotions, il avance sans véritable direction, porté uniquement par la nécessité de mettre de la distance entre lui et la scène du drame. Pourtant, cette distance physique ne suffit pas à atténuer ce qu'il ressent, car le souvenir de Bella, de son geste, de sa chute, s'impose à lui avec une force implacable. Chaque pas devient alors un rappel, chaque instant une confrontation intérieure avec une réalité qu'il ne peut plus fuir indéfiniment. Le poids de la culpabilité, mêlé à la peur de ce qui pourrait arriver à Bella, crée en lui une tension insoutenable, qui menace à tout moment de le faire basculer. Dans un autre registre, les révélations de Violette continuent de produire leurs effets, offrant un contraste inattendu avec la gravité des événements. Son aveu à Bastien, chargé de sincérité, ouvre une perspective nouvelle, où les sentiments longtemps contenus trouvent enfin un espace pour s'exprimer. Cette évolution, bien que fragile, apporte une note d'espoir dans une journée dominée par la tragédie. Pour Bastien, cette déclaration représente une forme de soulagement, une confirmation de ce qu'il ressentait sans oser l'admettre pleinement. Toutefois, cette avancée ne peut être totalement dissociée du contexte dans lequel elle s'inscrit, car même les moments de bonheur semblent désormais teintés par l'ombre du drame survenu aux Halles. Ainsi, tandis que certains personnages tentent de reconstruire, d'autres doivent faire face à des conséquences immédiates et irréversibles. Cette coexistence de trajectoires opposées renforce l'intensité de l'ensemble, donnant à chaque évolution une profondeur particulière. Au fil des heures, une certitude s'impose progressivement, rien ne redeviendra comme avant. Le braquage, qui devait être une opération rapide et maîtrisée, a déclenché une chaîne d'événements dont les répercussions s'étendront bien au-delà de cette journée. La blessure de Bella, la fuite de Diego, l'évasion de Ben, tout cela constitue les prémices d'un bouleversement durable, qui touchera chacun des personnages à des niveaux différents. Et dans ce silence qui suit la tempête, une tension nouvelle s'installe, plus profonde, plus insidieuse, car elle ne repose plus sur l'action immédiate, mais sur l'attente de ce qui va suivre. Car désormais, une seule question demeure, suspendue dans l'air comme une menace invisible.
Jusqu'où les conséquences de ce drame vont-elles se propager, et qui en paiera encore le prix ?